my native country, but I belong. Courage, il ne reste plus qu'un. Bon, je vais parler en français. Voilà, on m'a demandé l'expérience de Tbiliski, alors au lieu de raconter seulement l'histoire, je pensais vous dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le rapport entre les petits producteurs, l'industrie et le développement. Bon, d'abord un petit historique de Tbiliski. Tbiliski est une laiterie qui a été installée comme une mini-laiterie privée par moi-même. On a commencé à travailler en 89 et sur des choix essentiels, donc des choix sur lesquels j'ai basé la laiterie. Un, toute la matière première allait être achetée à des éleveurs. Manque de bol, ils se sont révélés tous plus ou moins nomades, donc tous mobiles. La technologie allait être axée sur la qualité, donc et c'était l'époque où ils ont inventé les mini-laiteries. Donc c'était une mini-laiterie toute inox avec une pasteurisation en continu et le conditionnement en carton, donc tabletop, par rapport aux bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, le sachet. Donc j'ai choisi le carton et distribué dans les boutiques de détail, des magasins de détail existants. Oui. Donc, c'était la première collecte. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou non? Excusez-moi. Donc, c'est bon. Donc, c'était la première collecte de lait dans le pays, mais c'était aussi la première collecte de lait en Afrique de l'Ouest. Au début, on avait un véhicule, on ramassait le lait auprès des producteurs. Mais petit à petit, en fait, c'est des transporteurs indépendants qui ont pris leur lait, soit que ce soit des éleveurs qui étaient assez grands pour avoir un véhicule, soit des gens dont ils ont fait leur métier. C'est laborieux. Bon, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas de collecteur intermédiaire, excusez-moi, on n'a pas de collecteur intermédiaire entre l'éleveur et l'usine. Il n'y a pas de mélange jusqu'à ce que nous, on vérifie chaque bidon, on le goûte, on le vérifie, et c'est ça qui nous a permis d'atteindre une flore totale qui a baissé jusqu'à 200 000 grammes totaux, ce qui est très bon. On avait une moyenne de 500 000, mais on a fait beaucoup de qualité, et ce qui est beaucoup mieux que les pays autour. Mais on a fait beaucoup de formations pour les éleveurs. Donc le premier produit, c'était du lait de chamelle pasteurisé, appelé Tbiliski, qui était encore le premier lait de chamelle pasteurisé en Afrique. Et puis par la suite, on n'a fait que des premières, puisqu'on a fait le premier lait de vache pasteurisé, on a fait le lait de vache demi-écrémé et la crème fraîche, des laits fermentés de toutes sortes. Mais en fait, on a commencé au lait de chamelle, mais petit à petit, on a trouvé du lait de vache, et puis du lait de chèvre, donc chacun tout seul. Et on a fait des laits fermentés nature et puis aromatisés. Ensuite, il y avait les yaourts, les petits suisses, du beurre, on a essayé des glaces. Et on a même construit une usine de lait UHT. Et bien sûr, dans toute cette aventure, il y avait le fromage de chamelle, Caroline. L'usine a commencé, je n'avais pas le sou. J'ai eu un financement initial, donc le coût initial de l'investissement était d'1,5 million de francs, dont 1 million de l'AFD, ce qui est l'Agence française de développement, à 9% sur 7 ans. Ensuite, il a fallu se débrouiller sans financement jusqu'en 2001, et à ce moment-là, pour faire l'usine de lait UHT, j'ai emprunté 2 millions d'euros, un à la caisse, un à la Proparco et ses filles, c'était 500 000 chacun, et 1 million à la Banque européenne d'investissement. Les deux, tous ces prêts-là, c'était presque entre 9 et 10%. C'est très court, et les seules subventions ou aides qu'on a obtenues, il y avait un TCP de la FAO consistant en un expert et un petit peu de matériel, en 1994, et avant ça, la coopération française nous avait donné 2 petits cubes de 500 litres. Pour le reste, c'était débrouillé. L'évolution, alors au fil des années, Tbiliski a bien grandi, et on a acheté beaucoup de briques et brocs de machines d'occasion. On a construit petit à petit, on a dû élargir la collecte, et on a construit 2 centres de collecte, de livraison, à 200 et à 320 km de l'usine. Et on a fini par construire l'usine de lait UHT qui a coûté 3 millions d'euros. On a atteint, avant l'arrivée des concurrents, on a atteint un millier de fournisseurs qui versaient leur lait 2 fois par jour, des braves nomades.
200 employés, plus que 200. On desservait 2000 boutiques et on avait un chiffre d'affaires qui atteignait 4 millions d'euros par an. Les difficultés, il y en a en veux-tu, en voilà. Et pour celui qui s'intéresse à la longue et triste histoire de toutes nos difficultés, il y a le livre qui est dehors, comme on vous a dit. Donc c'est là, je raconte tout. Les difficultés qui nous ont posé vraiment, qui nous ont donné le plus de fil à retordre, il y a le préjugé traditionnel contre la vente du lait, tout à fait, comme en Afghanistan. Et il y a le manque de main-d'œuvre qualifiée qui est généralisé pour l'Afrique, qui continue. La concurrence du lait importé, et surtout des importateurs, parce que ça, c'est dans le livre, c'est très compliqué, et la saisonnalité du lait, et qui est la cause de l'usine de lait UHT. Vous voyez la saisonnalité ici. Vous avez ça, c'est les petits pics. Ça, c'est le lait de chèvre, le lait de chamelle, le lait de vache, le lait total en rouge. Et vous voyez les pics annuels, assez brutaux. Mais alors là, il y avait eu l'arrivée des premiers concurrents. Et puis là, c'était la sécheresse 2002, qui a été très perturbatrice. Donc, alors, les résultats, c'est qu'on a fini par investir. En 2002, on avait déjà investi 4 millions d'euros. La petite usine a eu un impact complètement étonnant sur le revenu des deux régions en collecte. On distribuait pratiquement 2 millions d'euros par an directement aux éleveurs qui sont sortis de la pauvreté, qui ont sécurisé leur bétail, qui est vraiment la chose la plus importante, en particulier pour les peuples. Et ces gens-là, comment ils l'ont fait? Ils achètent l'aliment, le fourrage, et donc avec des retombées sur l'agriculture. En plus, il y a pour les transporteurs, tout ça, et il y a d'autres retombées, en plus du secteur rural, sur la santé publique, sur la fierté des consommateurs, sur la balance des paiements, parce que quand même il y avait moins d'importation de lait, mais aussi, hélas, une grande prolifération de copieurs concurrents qui se disent que voilà mon truc, on va faire la même chose, alors que le marché est réellement petit. Alors, on parle du rôle des femmes. Je vais vous dire un mot sur le rôle des femmes. En Mauritanie, c'est assez spécial. Chez la majorité arabophone, les femmes ont un statut très bon. Elles sont respectées, elles possèdent le bétail, elles possèdent le lait. Mais ce n'est pas elles qui font la traite des grands ruminants. Par contre, c'est les femmes qui s'occupent des chèvres et des brebis. Dans le désert, on ne fait pas de fromage. Dans les tropiques, de manière générale, pour faire du fromage, il faut faire une atmosphère artificielle. Et traditionnellement, on déshydratait le lait, mais il faut de la fraîcheur et l'humidité. Donc traditionnellement, le lait était déshydraté, ou les gens fermentaient le lait et font du beurre frais, mais c'est pour la consommation du lendemain. À l'Ipel, alors, comme ailleurs, j'avais entendu dans un colloque justement l'histoire des hommes qui prenaient les bidons et qui se filaient avec l'argent. Donc on a dit aux femmes, le kosam, c'est le seul mot que je connais en poulard, c'est le lait, mettez-le sous votre nom et on fera en sorte que vous ayez l'argent. Et alors les femmes, elles l'ont fait, ça a été jusqu'à des divorces. Les femmes se sont défendues, il y a eu des conflits, mais elles ont tenu bon. Et en fin de compte, les femmes, quelqu'un m'a raconté que les femmes disaient avant, tu te fatigues, tu te lèves le matin, tu travailles toute la journée, tu fais ton beurre, tu fais ton truc, tu vas, comme vous avez vu, tu vas marcher avec ça sur la tête à la ville. Maintenant, tu traites ta vache, tu attends que l'argent arrive, c'est tout. Et donc elles font beaucoup d'autres activités et elles gagnent de l'argent pendant que leur lait est à l'usine. Alors, en plus de ça, on a les femmes de Télisquillet, donc il y a les fournisseuses, il y a beaucoup de fournisseuses de lait, et il y a aussi les femmes dans l'usine. On avait une excellente chef de personnel qui est partie pour des raisons particulières, mais personnelles, mais on a aussi une technicienne, on avait une mécanicienne, donc on est vraiment pas misogyne. Voilà quelques femmes de Télisquillet. Là, vous avez, ça c'est une éleveuse. Ça c'est une éleveuse qui faisait un discours à l'inauguration de l'usine du lait UHT. Et ça c'est donc des fournisseurs, ça c'est ce qu'on appelle des filles. Donc des employés de l'usine un jour d'inauguration, elles sont habillées en couleur. Et tout ça, c'est des femmes qui fournissent du lait. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de toute cette histoire? Je crois que la plus importante pour moi, et à laquelle je tiens beaucoup, c'est qu'en achetant directement le lait à des éleveurs
à un bon prix. Une petite industrie locale, qu'elle soit de café, de piment, de flan, de yaourt, n'importe quoi, une petite industrie locale, elle a plus d'impact sur la bourse que les grands projets de Banque mondiale. Tout investissement dans une petite moyenne industrie a un effet multiplicateur en amont, et c'est extraordinaire. Il faut dire que ce que nous on fait, c'est-à-dire 1000 bidons de 5 litres, de 2 litres, de 9 litres, tous les soirs, tous les matins, il n'y a pas de grosse usine qui soit capable de gérer ça. Alors qu'une petite usine de proximité qui connaît les gens, c'est beaucoup plus adapté. Bon, je vous ai parlé donc de Tiliski, je vous ai parlé de l'industrie, les petits producteurs, et l'usine, et le développement. Alors, le développement, c'est quoi? Le développement, c'est tout simplement augmenter la richesse des gens. Augmenter la production, augmenter le niveau de vie et bien sûr les indicateurs du développement humain, la santé, tout le reste. Les pays occidentaux, l'Amérique, la Chine, se sont développés non pas grâce à des projets et à des dons, ils se sont développés par la valeur ajoutée qui est générée par l'industrie adossée au secteur rural. Ça, c'est un constat. Alors, si ce dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est les petits producteurs, s'il s'agit de les aider, eux, à vivre mieux, au lieu de faire les grandes exploitations qu'on appelle maintenant land grab, et s'il s'agit de les empêcher de courir dans les bidonvilles, il faut bien sûr partir de l'existant, il faut bien sûr tenir en compte les traditions, le passé, la situation sociale et tout ça, mais il faut produire autrement. Parce que ce qui n'avait pas fait le développement ne va pas le faire. Donc il faut changer les méthodes de production dans ces pays pauvres. Jusqu'à présent, il y a des solutions que moi j'appelle vertueuses, hein, qui ne donnent pas trop de résultats. Il y a le fair trade. Bon, c'est bien, acheter 2 centimes de plus le café, c'est peut-être bien, mais la valeur ajoutée, elle est ajoutée ailleurs. Les coopératives que j'entends beaucoup préconiser pour faire tout ça, les coopératives, peut-être ça marche là où les gens font une éducation secondaire, mais croyez-moi, en milieu nomade, les coopératives, c'est du pipeau, ça ne marche pas. Si vous dites je donne de l'argent qu'aux coopératives, vous aurez des coopératives sur le papier, en vrai, les gens ne peuvent pas mettre leur lait dans le même bidon. La vente directe aux voisins, les petits trucs de village, le farmers markets, tout ça, ça sauve la subsistance, ça sauve une agriculture de survie, mais ne conduit pas au développement. Le problème, c'est que les consommateurs sont dans les villes. Donc, ce qu'il faut, en fait, j'ai vu beaucoup d'exemples que chaque fois qu'il y a une petite unité industrielle de transformation, disons, qui achète directement aux petits producteurs, qui en fait des marchandises, qui les envoie en ville, ça marche. Et ça a un effet. Le problème, c'est que les producteurs, vous allez voir un type, vous lui dites, mais ici vous pourriez produire des piments, ici vous pourriez produire des mangues, ici vous pourriez produire... Mais s'il ne peut pas le vendre, il ne va pas le produire. Et donc, même s'il pourrait nourrir sa vache et faire 10 litres de plus, si personne ne l'achète, il ne peut pas le faire. Alors, on nous dit, ah oui, mais bien, les coopératives vont faire l'industrie, ou les ONG. Mais moi, je pense que le métier des éleveurs, c'est de faire de l'élevage. Le métier des agriculteurs, c'est de faire pousser des choses. Le métier des chercheurs, c'est de faire de la recherche. Et c'est le métier des entrepreneurs de faire de l'entreprise. Alors, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à ce site. C'est mon dernier hobby, mais bon, c'est en fait, là j'explique tout ça, un peu en détail, cette histoire de l'industrie locale et comment ça peut avoir. Juste une illustration de ça, voilà un circuit périurbain, voilà une filière périurbaine ou de brousse avec le lait. Vous avez votre brave éleveur qui vend son lait soit au consommateur, soit au revendeur qui le vend au consommateur. Par contre, mettez une usine là-dedans, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez des éleveurs beaucoup plus nombreux qui sont motivés puisque tout leur lait est acheté. Ils vont acheter de l'aliment, ils vont acheter soit de la paille à l'agriculteur, soit de la farine basse, le riz au moulin d'à côté. Vous avez le personnel, c'est des emplois directs dans l'usine, les transporteurs qui transportent le lait pour les éleveurs, les banques bien sûr elles sont là. L'État prélève quelque chose et ensuite le lait est vendu soit directement à des détaillants
qui le vendent au consommateur, soit à des grossistes si c'est de longue conservation. Et donc, vous avez tout un tas d'intervenants. Et, pardon, je suis toujours obligée de revenir. Mais, donc, avec tous ces intervenants, le lait peut ne pas être plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a des quantités beaucoup plus grandes et parce qu'il y a certaines économies d'échelle, même si tout ça, ça reste assez petit. Alors, l'industrie, c'est magique. L'industrie crée des emplois directs, indirects, tant dans la production, dans le secteur rural, que dans tous les services qui sont autour. Elle crée surtout de la valeur ajoutée. Donc cette industrie permet de produire plus, de conserver les produits plus longtemps et donc d'éviter le gaspillage. Les pertes qui sont maintenant, on les calcule à 30%, 50% de la production. Et je parle en général, que ce soit les mangues ou le café ou la vanille ou le lait, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que s'il y a quelque chose qui pourrait se produire dans un endroit, s'il y a une usine, ça pourrait être produit. Les gens ne peuvent pas produire sans un débouché, mais si vous mettez un débouché dans un endroit et vous offrez de l'argent pour une matière première, vous verrez apparaître cette matière première. Parce que justement, ça incite les gens à produire. Si le prix est correct et si ça peut être fait, à ce moment-là, vous pouvez mettre un input de savoir-faire en amont, c'est le travail de la FAO, mais la filière, envisager une filière comme une chaîne ou une corde. Alors, tant que vous êtes à aider les producteurs et à leur dire, voilà, vous devez produire plus, vous êtes en train de pousser sur cette chaîne, sur cette corde. Si vous tirez le produit, vous êtes en train de tirer sur la chaîne. Et ça change tout. Ça change tout. Mais c'est très difficile dans les pays pauvres de faire ce genre donc les pays qui ont besoin de développement, de faire ce genre d'industrie. Principalement, mais le dernier, il n'y a pas de crédit, mais il n'y a pas de politique qui aide les fous qui veulent faire ça. Il y a personne qui veut les aider. Et quelque part, puisque c'est les organismes internationaux et les ONG qui disent aux pays pauvres comment faire leur développement, la plupart des gens que moi j'ai vus, je ne sais pas, il y a beaucoup d'exceptions et je vois que la FAO est en train d'un petit peu de virer sa cutie un peu. On considère l'entreprise privée comme mal. L'entreprise privée, c'est pas joli, c'est pas bien. Voilà, il faut essayer de faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? On ne reconnaît pas cette importance de cette industrie, donc on ne dit pas au pays faites des lignes de crédit, aidez-les, mais en fait le grand problème c'est le problème de financement. Parce que si vous arrivez à faire apparaître ces industries, tout le reste ça s'arrange tout seul. Les éleveurs achètent des médicaments vétérinaires, ils payent les vétérinaires, ils creusent des puits, ils se font des maisons, ils envoient les enfants à l'école, ils font tout, vous n'avez plus besoin, et ils apprennent comment faire, et ils sont très contents d'apprendre à faire du lait très bon. Alors, j'ai des propositions. Une, c'est alors ici, vous êtes des chercheurs, je ne sais pas trop, des décideurs. Est-ce qu'il y a des décideurs? Il faut d'abord envisager la production laitière en termes de filière. Ça se dit, j'entends filière, mais au milieu, il faut mettre une usine. Une usine. Et au lieu d'essayer de faire des petites unités de village en disant on va vendre le lait du village au village, il vaut mieux faire des usines modernes là où elles peuvent marcher, et pas trop grandes, mais commencer petit, mais des usines qui peuvent marcher, et mettre des centres de collecte dans les villages. Beaucoup de centres de collecte, on refroidit le lait, on le trie, on refroidit, et on l'envoie en ville. Alors, il faut que les gens qui préconisent le développement prennent en compte, envisagent les entreprises et les entrepreneurs comme positifs, comme un facteur de développement, et à certaines conditions, c'est pas tous, il y a des mauvais, il y a des bons, mais qu'ils essayent d'imposer des conditions, c'est par exemple faire des crédits pour des gens qui s'engagent à acheter leur matière première aux petits producteurs, écrire des projets études au féminin pluriel, ça oui. Il faut que ce soit les femmes qui apprennent à entretenir les pompes, comme en Burkina. Il faut que ce soit les femmes à qui on confie la technique, la responsabilité. Ensuite, pour vous les chercheurs, s'il vous plaît, ça fait des années que je le dis, mais je le répète, votre recherche scientifique, essayez de trouver des sujets qui sont utiles pour les gens qui essayent
de développer les produits des petits producteurs. Bon, il y a toutes les origines et tout ça, mais rien que des problèmes sanitaires, les problèmes de pasteurisation, les problèmes de ferments dont on parlait tout à l'heure. Faites de la recherche qui est utile aux petites industries. Et puis, mettre en place ou préconiser, suivant le cas, si vous n'êtes pas décideur, mais si vous êtes prescripteur, des financements adaptés pour les petites industries agroalimentaires, à condition d'acheter la matière première, non pas de la poudre, mais aux petits producteurs, et qu'il y ait des politiques favorables à ces mêmes PMI. Et ça, des politiques fiscales, des politiques de tout simplement ne pas leur mettre des bâtons dans les roues, parce que l'un de nos grands problèmes a été l'État, et qui ne comprend pas et qui nous a mis beaucoup de problèmes. Et puis voilà, c'est tout. Donc, merci.